Merci de votre fidélité à la télévision Futurs Médias. Soir d'info, la suite. Le droit peut-il restaurer la confiance? Et notre débat de ce soir dans Soir d'info avec professeur Ibrahima Silla. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, auteur de plusieurs ouvrages dont Le fatalisme en politique, réflexion sur l'imaginaire des présomptions fatalistes dans la culture politique sénégalaise contemporaine. Votre ouvrage est une passionnante archéologie des discours politiques au Sénégal de 1962 à 2024. Avec nous également, professeur Mohamedou Ba. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maître de conférence titulaire à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD, spécialiste de l'histoire des institutions, titulaire d'une maîtrise en droit public option administration publique. On parle du droit et de sa capacité à rétablir la confiance, restaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés, entre représentants et représentés, mais aussi entre citoyens, tout simplement. Quel rempart contre l'ethnicisme et le régionalisme qui s'introduisent dans le débat public au pays du cousinage à plaisanterie, si particulier au Sénégal? Quel est le rôle et le devoir de l'autorité politique dans la stabilité sociale? Le droit peut-il restaurer la confiance? On va en débattre. Mais d'abord, messieurs, l'actualité, c'est l'assistance ou l'indemnisation. C'est selon des victimes des violences politiques de mars 2021 à février 2024. 10 millions de francs CFA d'assistance pour chacune des familles de 79 personnes décédées au cours des manifestations et 500 000 francs CFA à chacun des 2172 ex-prisonniers. L'État devrait passer par la voie judiciaire pour procéder à l'indemnisation, tempête l'opposition. Non, rétorque la majorité, la voie judiciaire n'est pas nécessaire pour indemniser ou assister ces victimes. Qu'en pensez-vous, professeur Mohamedou Ba? Merci, Chérif, de votre interpellation, mais permettez-moi tout d'abord de me recueillir encore une fois sur la mémoire de notre collègue Abdoulaye Dieye, qui a été arraché à notre affection. Je présente mes condoléances à sa famille biologique, sa famille scientifique, ainsi qu'à tout le Sénégal. C'est tout le monde qui a perdu. Alors, par rapport à l'interpellation, je dirais que la voie du droit aurait été la voie la plus sûre, la voie la plus élégante et la voie la plus respectueuse des principes qui régissent ce pays-là, notamment le principe d'égalité de tous devant les charges publiques, mais également des avantages. Or, concernant une loi d'amnistie, écoutez, c'est des faits qui ont été amnistiés et c'est des faits qui sont susceptibles de recevoir beaucoup de qualifications, notamment la qualification pénale, la qualification civile et éventuellement une responsabilité administrative. Or, qu'est-ce que la loi d'amnistie a fait? La loi d'amnistie n'a pas dit que les faits n'existent pas. La loi d'amnistie a dit en fait, c'est des faits dont j'enlève la portée pénale. Oui. C'est ça le pardon, le sens du pardon. Or, d'habitude, si on fait une étude comparative de toutes les lois d'amnistie qui se sont succédées ici au Sénégal, alors ces lois rappellent aux tiers leur droit d'exercer les autres voies de droit, notamment la voie de l'indemnisation. Mais l'indemnisation qui passe par une décision de justice. Autrement dit, si quelqu'un croit avoir subi un préjudice sur la base de ces faits, malgré le fait que ces faits soient amnistiés, eh bien c'est à cette personne d'aller prévaloir ou se prévaloir de son droit à la réparation devant les juridictions. Même si cette amnistie, pour certains acteurs politiques, n'est pas assez réparatrice, n'est pas assez restaurative. Alors, est-ce qu'une amnistie est réparative, restauratrice? Oui. Son objectif, ce n'est pas ça. C'est pardonner, c'est oublier. Mais ce que je veux, là où je veux apporter une précision, c'est que la loi d'amnistie ne s'occupe pas de l'indemnité. C'est vrai, les lois qui se sont succédées ont dû préciser dans un article que les tiers peuvent exercer leur voie de droit en vue de se faire indemniser. Oui. Et ces voies de droit, il en figure ce qu'on appelle l'action civile. Donc, l'élégance, la légalité même, j'allais dire, devait être de laisser aux victimes supposées d'exercer ses voies de droit et que ce soit le juge qui lui-même constate qu'il y a eu préjudice, qu'il y a eu
je veux dire, la cause de cette préjudice ou de ces préjudices, c'est notamment les lois, les faits amnistiés, parce que l'amnistie n'enlève pas l'existence matérielle des faits. Les faits sont là. Absolument. Et enfin, le lien de causalité entre le préjudice invoqué et les faits pour pouvoir accorder une indemnité en bonne et due forme, une réparation à la hauteur du préjudice subi. Mais de là à prévoir vraiment une règle générale d'indemnisation, alors qu'il n'est même pas encore établi l'existence de ces préjudices et le caractère délictuel, cette fois c'est le délit civil, de ces faits invoqués, moi ça me semble relever d'autres choses que du droit. Professeur Ibrahim Assila, est-ce que cette décision fragilise l'état de droit ? Je rejoins, merci pour votre question. Je rejoins le collègue Ba sur son analyse et son approche juridique de cette question aujourd'hui fondamentale. Mais comme il le dit, hein, la clarification devrait précéder la réparation. Oui. L'utilité de la clarification, c'est de tirer les enseignements de ce que nous avons tous vécu ici. Parce qu'il ne faut pas qu'on donne le sentiment qu'avec l'argent, la vérité va se taire. Et qu'on ne va pas avoir la possibilité d'accéder à la vérité des faits pour en tirer le maximum d'enseignements pour qu'à l'avenir, ce pays ne puisse plus plonger dans ces formes de dérives qui ont causé la mort de certaines personnes, des blessures, des dégâts matériels. L'objectif, l'utilité de la clarification, ça aurait pu permettre d'indemniser au-delà de peut-être ce qu'on considère comme étant les victimes les plus, évidentes. Alors la précision est importante parce que du côté de l'État, on ne parle pas d'indemnisation, on parle d'assistance. La ministre a même utilisé le terme de premier pas, avant la mise en place d'une commission de réparation chargée d'indemniser les victimes. D'où la question, sur quelle base porte-t-on assistance à? Est-ce qu'on laisse l'assistance à l'arbitraire d'un homme, à l'arbitraire du pouvoir, de l'exécutif? Et ça pose problème, parce qu'on peut se poser la question sur quelle base juridique, à partir de quelle décision de justice. Si ça ne découle que de l'assistance, mais même l'assistance est encadrée par le droit dans malgré le malheur, malgré malgré les dégâts matériels, malgré tous les problèmes que les gens et ça pose un véritable problème. D'ailleurs, qui va-t-on indemniser ou qui va-t-on assister? On pense souvent aux victimes, que je viens de dire tout à l'heure, que ça paraît être les cibles peut-être les plus évidentes, entre guillemets. Mais il y a des personnes qui ont perdu énormément. Les gens vont nous dire encore une fois, matériellement, c'est pas pareil que quelqu'un qui a été blessé. Mais si on rentre dans ce débat, à partir du moment, un commerçant qui a pratiquement tout perdu, l'investissement d'une vie, qui se retrouve du jour au lendemain avec pratiquement rien, est-ce qu'il ne faut pas assister cette personne? Et je pense que si on focalise notre réflexion et notre attention sur la problématique de l'argent, sur l'indemnité ou la réparation, on risque de perdre de vue d'autres facteurs tout aussi importants. Lesquels? Les facteurs tels que, par exemple, des gens qui sont disparus pendant ces événements. Des gens qu'on a accusés de terrorisme, de forces occultes, etc. Il y a pas mal de problématiques qui ont été soulevées, pas mal de problèmes, énormément de problèmes. Si l'on se focalise sur la question de l'argent et de l'assistance, on risque de perdre de vue la nécessité de poser le problème sur la table et de dire mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là où le Sénégal, on a eu l'impression qu'il était devenu un pays totalement malade et j'ai l'impression que le pays est encore en convalescence et que peut-être que la guérison, les gens attendent peut-être la guérison. Il fallait peut-être faire cette introspection, réfléchir, situer surtout les responsabilités. Mais on va assister, on va réparer, on va venir en aide, quels que soient les mots, on peut les utiliser, on peut utiliser le vocabulaire qu'on veut. Mais je pense que à la suite de ce type d'événement historique, il est toujours important dans une société politiquement organisée où il y a un état de droit, où il y a un pouvoir judiciaire, où il y a un exécutif, où il y a des responsables, de situer les responsabilités pour savoir mais ce qui s'est passé. Il y a des responsables quand même. Il y a eu mort d'homme. Et ça, il y a eu mort d'homme, il y a perte de biens matériels, il y a pas mal de problèmes qui se sont posés, à tel point qu'on ne devrait pas aller plus loin avant de ne poser le problème sur la table et de réfléchir. Avec une commission d'enquête parlementaire, avec la justice, on peut trouver les solutions, non pas pour... Alors,
envoyer des personnes en prison. Pourquoi pas ne pas envoyer des personnes en prison si des personnes ont été fautives? Oui. Mais si on ne fait pas ce travail, qui est un travail véritablement scientifique, d'enquête policière, d'enquête de la justice, pour véritablement situer les responsabilités, on risque de donner encore une fois de l'argent et que dans 2-3 ans, les gens vont continuer à manifester. On va se retrouver encore avec des problèmes. Oui. Les gens vont mourir. Il faut qu'on sorte de cette tradition de pertes humaines et de pertes matérielles qu'on considère comme étant des quantités négligeables qu'il ne faut pas prendre en considération. Et cela pose problème. Dans un état de droit, on doit à un moment faire respecter la loi. Justement, cette décision donc fragilise l'état de droit. Corrigez-moi si je me trompe. Hein. Est-ce que là, on est sorti de la primauté du droit, donc de la justice, si je vous comprends bien? Absolument, absolument. Le principe de la responsabilité, ça se constate en matière judiciaire. C'est le juge qui est habilité à retenir la responsabilité. Oui. Or, on est en plein sur le terrain de la responsabilité civile, comme il a dit. Je veux dire, il peut y avoir nuance de propos. On peut l'appeler indemnisation, réparation, peu importe. Assistance. Mais assistance. Mais il est question justement de payer à quelqu'un un préjudice qu'il est supposé avoir subi. Et ça, je dis, dans un état de droit, ce n'est pas le rôle de l'exécutif. Oui. Ce n'est même pas le rôle du Parlement. C'est le rôle du juge. Substitution à la justice, si je vous comprends bien. Je n'utiliserai peut-être pas le mot substitution, oui. Mais bon, n'ayons pas peur des mots. Oui. Effectivement, on peut considérer que c'est une forme de substitution. Dans un état de droit, même l'État est soumis à l'autorité de la loi. C'est exactement ça. Sur quelle base va-t-on indemniser? Moi, la question fondamentale que je me pose, c'est que qui fixe la somme? Qui a fixé la somme qu'il fallait verser? Qui a établi la liste des personnes qui devaient recevoir cette aide? Je ne suis pas contre totalement, mais il faut faire les choses dans les règles de l'art. Oui. L'assistance, tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est encadré. On ne donne, sinon on laisse à l'arbitraire de l'exécutif. Un exécutif malhonnête. Oui. Peut dire, écoutez, je vais favoriser, je vais envoyer 10 millions, j'entends 10 millions à certaines familles, 500 000 à personne. Qui a fixé ce montant-là? Oui, mais en même temps, ce n'est pas la première fois que l'on porte assistance ou que l'on indemnise hors circuit judiciaire. Vous allez peut-être me dire que c'est pas la même chose, mais par exemple, lors du naufrage du bateau le Joola, j'ai lu cet argument avancé par Maître Abdoulaye Tine. On a indemnisé des familles des victimes du Joola hors circuit judiciaire et même aussi les victimes de violences politiques en 2012. Est-ce que nous ne sommes pas dans ce même cas de figure? Sauf qu'on n'était pas en matière contentieuse. Ici, n'eût été l'amnistie, aujourd'hui on parlerait de procès, d'affrontement, de concours de prétention, et puis autre chose. Mais je dis, cet argent avec lequel on indemnise les gens, c'est des deniers publics. Or, les deniers publics, on ne les distribue pas. C'est pourquoi tantôt, j'ai visé le principe constitutionnel de l'égal accès de tout le monde. Alors, l'État paye au titre d'un service fait. Vous travaillez, vous êtes payé. Par contre, si l'État doit prendre une telle mesure à l'issue de ces faits polémiques, je crois que la voie de droit adéquate, c'était la voie judiciaire. Laisser aux parties, aux tiers, le soin de saisir les juges et d'invoquer le préjudice, peu importe la taille. Et ça aurait permis non seulement d'envisager les victimes supposées des faits politiques et aussi les commerces qui ont été gâtés et aussi les forces de l'ordre et de défense, les FDS, qui ont été victimes également. Absolument. Pratiquement, quiconque est susceptible d'être, je veux dire, préjudicié de ces faits. Pour moi, la voie de droit la mieux appropriée, c'était de laisser ces tiers saisir la justice. Par contre, si le parti veut récompenser ses militants, eh bien, que ça soit clair, que ce sont les moyens du parti. Ils n'ont pas parlé de récompense. Non, c'est moi qui parle à l'extrême. Juridiquement, il ne doit pas être interdit à ce qu'un parti décide de redistribuer ses fonds dans le cercle étatique. À ses militants qu'il a jugés être victimes. Mais là, c'est une action privée, avec des moyens privés, qui ne regardent absolument personne. Par contre, lorsqu'on parle de budget de l'État, lorsqu'on parle de dotations qui viennent de l'argent du contribuable, les voix
les bonnes voies, c'est les voies de droit. Ouais. Moi, c'est la lecture que j'ai de ça. Vous souscrivez. Rappelons que le régime veut revenir sur l'amnistie, qui n'est pas non plus une solution, manifestement. En tout cas, c'était une promesse. Oui. Et avec la nouvelle majorité, je pense que c'est le premier point. Absolument. C'est dans l'agenda parlementaire. Attendons de voir. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait le croire, avec ses conséquences. Peut-être qu'il faudrait peut-être craindre pour certains. Moi, j'ai milité pendant longtemps pour qu'on revoie l'amnistie. J'étais contre cette amnistie au moment où... Aujourd'hui, la donne a évolué, la donne a changé. Oui. Voilà. Oui. En tout cas, des chèques et des questions, c'est le titre très à propos du quotidien. Le quotidien de ce matin, et manifestement, ce débat va encore faire les choux gras de la presse. Messieurs, le débat politique est de plus en plus décomplexé au Sénégal. Que vous inspire cette tournure? Vous l'avez suivi ces dernières semaines, l'ethnicisme et le régionalisme qui s'introduisent dans le débat public. D'abord, êtes-vous choqué par cette tournure? J'allais dire cette pente glissante, professeur Ibrahima Sylla. On peut s'en inquiéter, on peut déplorer cet état de fait. Nous sommes dans un pays, dans un État, on parle d'État-nation. Ce qui caractérise l'État-nation, c'est la concorde, l'harmonie. On oublie un peu le narcissisme des petites différences qui font qu'on s'attache à une région, à une ethnie ou à une langue. Pour se retrouver dans ce ciment national autour de la citoyenneté, l'idée de citoyenneté qui est au-dessus même de l'idée de nationalité. Oui. Parce que dans le concept de citoyenneté, la citoyenneté, c'est un lien juridique ayant à sa base une solidarité effective d'existence qui fait que on doit penser en termes de citoyens sénégalais, voire africains, avant de penser en termes d'ethnie ou d'appartenance. Mais maintenant, c'est une pratique qu'on peut déplorer, on commence à voir. Moi, j'ai souvent entendu et vu au Sénégal qu'un ministre qui est limogé, que sa région ou les habitants ou les ressortissants de sa région sortent sur la nationale pour manifester. Absolument. J'ai vu des populations d'une localité sortir pour revendiquer leur ministre ou leur directeur national en disant « Nous sommes ressortissants de, nous n'avons pas encore eu de directeur ou de ministre. » Je dis qu'il faut le rappeler, qu'on nomme pas les gens à des postes de responsabilité en fonction de leur appartenance territoriale, ethnique ou autre. Nous sommes une nation, nous sommes un État-nation, nous sommes dans une république. C'est la méritocratie. Même s'il y a des rétributions partisanes qui font que des personnes se retrouvent à des postes de responsabilité, peut-être même induits, ils n'ont peut-être pas l'envergure nécessaire pour occuper. Peu importe. Pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui peut nommer aux emplois et services. Maintenant, cette idée de citoyenneté-là, on a l'impression que les hommes politiques jouent avec le feu. La pratique, c'est quoi? On a des problèmes avec la justice, on se réfugie dans sa région ou dans sa localité, qui est présenté là comme une sorte de bouclier identitaire, entre guillemets, parce que l'identité, voilà, j'ai essayé d'effacer l'identité à travers, avec la notion de citoyenneté. On essaie d'effacer, on essaie de brandir ce bouclier régional. Vous voyez, et ça pose véritablement un problème. Maintenant, je pense qu'il y a une certaine charge populaire dans ce pays qui fait que les hommes politiques apprennent à se faire peur. Ils utilisent cela pour monter, pour quelque part bander leurs forces, leurs muscles pour dire, écoutez, jusqu'où je suis prêt à aller. Maintenant, l'homme politique peut-être est prêt à aller jusqu'au bout de sa logique. Mais les populations, j'ai le sentiment que les populations peuvent venir en aide de manière ponctuelle pour dire nous le soutenons. Et quelquefois, le soutien est acquis à partir peut-être d'une rémunération ponctuelle. Mais au-delà de cet instant-là, je pense que les populations ont toujours cette sagesse qui les conduit à dire, écoutez, nous n'allons pas être jusqu'au boutiste comme les politiciens. Maintenant, il faut déplorer que cette pratique-là commence à vraiment prendre place, à s'ancrer dans les pratiques dans le débat politique. La semaine dernière, un activiste et un homme politique ont été poursuivis pour des propos ethnicistes avant d'être relaxés pour ces faits. Est-ce que le droit, pour ne pas dire la judiciarisation, peut restaurer la confiance, professeur Mohamed Ba? Absolument. Sauf que moi, je dirais que la furie est en marche. Tout cela, ce sont les conséquences de nos réformes cavalières. Et c'est le lieu de saluer les pères fondateurs de cette nation qui avaient bien vu. Je vais prendre la question dans une perspective historique, qui est ma spécialité. Vous savez,
Le Sénégal, c'est un projet. Hein. Son existence ne dépasse pas du tout le projet, c'est un mot de l'actualité. Ben oui. Le Sénégal, la citoyenneté, c'est bien beau. C'est des déclamations de principe. Par contre, la réalité, c'est qu'il y a ces identités. Moi, je me perçois d'abord Peul avant d'aspirer à être sénégalais. Il en est de même du Sérère. Il en est de même de l'autre. Et ça, les pères fondateurs ont été conscients de cela. C'est pourquoi ils ont pris des garde-fous. Ces garde-fous, c'est de dire, voilà, aucun parti politique du tout ne peut s'identifier à une ethnie, à une race ou à une quelconque identité régionale. C'est de dire, et j'aime à chaque fois que je pose un principe et de montrer comment nous l'avons sapé. Aujourd'hui, si on regarde l'espace politique, je suis face à un politologue d'ailleurs, sénégalais, tout le monde sait que il y a cette connotation régionale, comme il dit, des partis politiques, alors que rien n'est fait. Parfois c'est confrérique, d'autres fois c'est... Et on laisse faire. Ensuite, ils avaient cherché à ce que l'administration soit neutre par rapport à ces clivages. En commençant par dire aux militaires, vous n'exercez pas de droit de vote, vous devez observer la neutralité qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé le verrou. Ensuite, l'administration, aujourd'hui, malheureusement, elle est hyper colorée. Cette neutralité axiologique qui devait être le lot de l'administration, mais elle est perdue dans le temps. Au profit de quoi? Et au profit des identités. Ça me permet de glisser sur cette question tant agitée par des pseudo-nationalistes qui se mettent à dire tel et ça, tel et ça, tel et ça, on laisse prospérer. Et l'administration ne va pas dans le sens de désamorcer ces choses. Pour donner un petit exemple, vous allez dans l'administration, vous venez, vous voulez avoir une pièce fondamentale, c'est selon le nom de famille qu'on vous demande des pièces supplémentaires. Non, ça ne marche pas. Or, c'est un terrain qui était occupé par un certain nombre de groupes qui ont une identité, qui ont tous les éléments de la conception objective de la nation. Langue commune, culture commune, civilisation commune, ainsi de suite. Ce qui s'est passé aux indépendances, c'est le lancement d'une notion subjective, le commun vouloir de vie commune. Or, pour que ceci soit réalisé, pour que je reste le peuple que je suis, mais j'aspire à être sénégalais, il faudrait qu'on observe des préalables. La justice. Il faut une justice. Il faut une égalité. L'administration doit retrouver sa neutralité. Son objectif, c'est assurer la continuité du service public, la gratuité du service public. Et il ne doit pas y avoir de couleur. Or, le droit, ce n'est pas du tout le droit qui résout les problèmes. Le droit n'est qu'un instrument. Un instrument au service d'un idéal. Et il faut d'abord définir cet idéal avant de pouvoir chercher dans les panoplies de règles celles qui doivent permettre d'atteindre les résultats qu'on s'est fixés. Et l'idéal, c'est de nous permettre de faire société ensemble. Bien sûr. Je me retourne vers le politiste. La justice joue le rôle de régulateur entre les différents pouvoirs et les institutions. Or, les acteurs politiques, comme il l'a mentionné le professeur Mohamed Ba, en fonction du camp où ils se trouvent, jettent l'opprobre sur Dame Justice. Est-ce que cela ne nourrit pas cette perte de confiance ? Vous savez, le problème, souvent j'aime dire qu'on n'a pas un problème de droit, de texte ou de compréhension ou de restauration des textes juridiques ou autres là. On a un problème politique. Et quand les gens même parlent qu'on a du problème de système, je dis on n'a pas un problème de système. On n'a pas un problème de droit ni de justice peut-être, mais on a un problème politique, fondamentalement politique. C'est-à-dire ? C'est comment les hommes politiques n'ont pas à un moment perçu les finalités essentielles et pratiques dévolues à l'activité politique. La politique, c'est une activité, mais à un moment, le droit peut dépendre de la politique et le droit peut même subir une forme de politisation. Certains vont même jusqu'à dire que le droit est devenu la continuation de la politique par d'autres moyens. Si les hommes politiques, dans cette activité politique, avaient parfaitement compris les finalités essentielles et pratiques du politique au sens noble du terme et de la politique, ils auraient compris que la politique et le politique visent au moins 4 finalités. La justice. Il faut un ordre juste. Il faut de l'ordre d'abord. Il ne faut pas juste de l'ordre. L'ordre, on peut l'acquérir par la violence. Je veux de l'ordre, j'arrive à faire peur, les gens me craignent, j'impose l'ordre. Beaucoup de dictateurs arrivent à imposer l'ordre.
Mais par le politique et par la justice et par l'ordre juste, on atteint l'ordre, mais l'ordre est fondé sur la justice, sur des lois, sur l'état de droit, ce qui permet de réaliser l'ordre. En dehors de l'ordre, il y a un autre principe fondamental, une autre finalité essentielle. C'est la justice, c'est la liberté, c'est l'égalité. Et je préfère même l'expression équité à l'égalité. Parce que l'égalité peut être injuste. Il faut de l'équité. Et une fois qu'on a compris ces principes-là, une fois qu'on a compris ces finalités essentielles du politique, on sait que le but de toute société, c'est de réaliser l'ordre. Mais il faut que l'ordre soit démocratique. Et à partir du moment où on a lâché le mot démocratique, on pense ce qui englobe comme concept la démocratie. L'idée de séparation des pouvoirs, l'idée de participation, l'idée de démocratie participative, donc l'idée de délibération, l'idée de limitation des pouvoirs pour qu'on n'abuse pas du pouvoir, qu'on ne détourne pas le pouvoir. Et donc, il faut toujours revenir à ces fondamentaux-là. Pourquoi voulons-nous faire société? Pourquoi voulons-nous vivre ensemble? Et par quels moyens pouvons-nous assurer ce vivre ensemble? On peut assurer ce vivre ensemble en s'arrimant, en respectant un certain nombre de principes fondamentaux au cœur de la République. Ces principes fondamentaux, parmi ces principes fondamentaux, il y a cette idée de justice. Maintenant, la question peut se poser, et ça nous ouvre un débat philosophique. Qu'est-ce qu'une société juste? Tout à fait. Sommes-nous une société juste? Que devons-nous faire pour vivre dans une société juste qui va nous ouvrir à une démocratie, à un ordre démocratique respectueux des droits de l'homme? On va ouvrir ce débat quand on aura 4 heures devant nous. Là, j'aimerais que l'on parle de la situation universitaire, parce que j'ai 2 universitaires sur le plateau, mais restons encore sur la justice. Professeur Mohamed Ba, reparlons de cette rentrée des cours et tribunaux. Le président de la République a eu ces mots lors de la cérémonie, je le cite: le monde judiciaire doit nécessairement s'ouvrir à l'instar de tous les corps de la République au monde extérieur, car l'exigence d'un contrat social repensé nous interpelle tous. Fin de citation. On est toujours dans ce thème. Que vous inspirent ces propos du chef de l'État? Est-ce qu'ils apportent de l'eau à votre moulin? Absolument, absolument. Il me permet d'ailleurs de faire une vieille plaidoirie concernant la pratique de la justice au Sénégal. Écoutez, moi je ne comprends pas. Je vous sens grave. Ah oui, parce que ça me tient à cœur. C'est vrai? Moi je ne comprends pas. Comment est-ce qu'un enseignant, peut-on lui fermer les portes du prétoire alors que l'enseignant est au prétoire, ce que le médecin est à l'hôpital? C'est-à-dire que je suis théoricien du droit. Ça se limite à l'université. Mais ça a une histoire. Oui, j'en viens. J'en viens. Allez-y. Alors, la pratique du droit, cela incombe à un autre corps, de sorte que ceux que je forme, lorsqu'ils sortent, ont besoin d'être formés à la pratique qui se passe là-bas. Parfois même, on risque qu'il y ait, je veux dire, divergence de vue. Moi, j'enseigne ceci théoriquement, ailleurs, on pratique autre chose. Moi, je me vois dans ces propos du président de la République, il n'y a pas que la justice, toute la famille judiciaire, que ça s'ouvre aux autres, que les enseignants se retrouvent dans les instances, que les juges, je veux dire les juges se retrouvent dans les instances des enseignants, mais pour que la pratique et l'enseignement du droit soient unis. Mais pour la petite histoire et vous permettre de poursuivre, ce que vous dites en filigrane, c'est qu'on ne peut pas être enseignant et avocat au Sénégal. Non. Et ça, c'est depuis Senghor, et Maître Abdoulaye Wade qui était aussi son opposant. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, mais ce dont je suis sûr, c'est que ce n'est pas du tout conforme à un règlement communautaire, un règlement qui s'impose, qui s'applique directement dans les pays des États membres. Pour vous, c'est vraiment un problème, c'est de voir une injustice? Je veux dire, non, ce n'est même pas une injustice, mais c'est contre-productif. Vous voyez, si vous allez dans des systèmes américains et autres, ces systèmes avec lesquels nous nous comparons, ce sont les grands barristes qui enseignent le droit, et vice-versa. On enseigne le jour, on plaide l'après-midi. Absolument. Et dans les instances qui encadrent la pratique du droit, on y retrouve juges, avocats, enseignants, à l'image du Conseil constitutionnel. Et ça, pour moi, ça doit être encadré, car il y va de l'unification du droit au Sénégal. Il y va également
comment on l'appelle encore, je ne veux pas utiliser le terme tremplin, mais pour vous donner une petite idée. On a tellement de docteurs en droit qui sont là à ne rien faire, alors qu'ils auraient pu servir dans d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup d'avocats au Sénégal. Où on est obligé d'importer un avocat. Alors qu'il y a des milliers de docteurs en droit qui sont là à ne rien faire. L'ex-bâtonnier Mamadou Seck a eu ce plaidoyer d'ailleurs devant le président de la République lors de cette cérémonie. Mais je vous dis, pour pratiquer le métier dans son histoire ici, il n'était exigé que la licence. La licence seulement. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des collègues il suffit d'aller en France. Beaucoup d'ailleurs, c'est possible d'ailleurs. Ces collègues, j'en connais, qui sont inscrits au barreau de Paris. Qui, par la force des choses, plaident comme avocats français chez eux. Absolument, absolument. C'est ça le paradoxe de ce système. Alors, un système clôturé à lui-même ne peut pas permettre de faire peuple. C'est toujours des propos de Bassirou Diomaye Faye. En filigrane, il y a ce débat, professeur Ibrahim Assila, de l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature. Manifestement, le président de la République est pour, parce que selon lui, il faut se garder du repli sur soi. Mais ça veut dire quoi, ça, si on ouvre le Conseil? Ça veut dire qu'on peut retrouver des journalistes, des mécaniciens au Conseil supérieur de la magistrature? Je caricature à peine. Non, mais je pense pas. Non, je pense qu'il est très bien entouré, que ses conseillers lui ont parfaitement bien expliqué les enjeux d'une réforme allant dans le sens d'une ouverture. Mais ce ne sera pas forcément la porte ouverte à toute forme. Monsieur, madame, tout le monde. Non, mais c'est du sérieux, le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut, tout le monde ne peut pas y être. Tout le monde n'a pas vocation à y être. Pour faire quoi? Il y a des conseils où les gens peuvent aller éventuellement, qui sont encore dans le mais là, on est dans vraiment des aspects très techniques qui nécessitent un savoir-faire, qui nécessitent une parfaite compréhension des enjeux. On ne peut pas, la porte ouverte, je pense qu'il a parfaitement bien compris, et en parlant d'ouverture, ce n'est pas une ouverture à tout va, à tous les corps de métier, à toutes les fonctions, à toutes... Non. Pour l'instant, rappelons que c'est un dissensus. La question n'est pas encore totalement vidée. Par rapport à ces questions-là, vous savez, est-ce qu'on peut avoir une idée totalement arrêtée de ce qu'il faut faire? Le président de la République himself, à un moment, avait dit qu'effectivement, la présence du président de la République, à un moment, au Conseil supérieur de la magistrature, il n'en voyait pas la nécessité. Mais peut-être aujourd'hui, il est convaincu par la nécessité à changer d'avis. Peut-être, en ayant écouté peut-être les gens, en participant, les gens peuvent dire il ne respecte pas sa parole parce qu'il était arc-bouté sur ses principes consistant à dire que non, le président de la République ne va pas siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, en écoutant les gens, la politique aussi, c'est ça quelquefois. On peut pas, celui qui n'a que des certitudes n'a rien à profiter. Mais dans le fond, l'objectif, c'est de restaurer la confiance. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à ce niveau? Vous avez des doutes? Vous avez parlé de confiance, vous avez lâché le mot. Confiance de manière générale, le monde de la justice, tout ça. Il y a un sentiment c'est un sentiment qui n'est pas chargé, c'est un sentiment qui n'est pas statique, qui évolue en fonction des enjeux politiques, en fonction des conflits politiques, de la compétition politique. Les gens de temps en temps, au moment où il y a des manifestations politiques et autres qui tendent à réduire la justice à ses aspects politiques, on oublie qu'il y a pas mal d'autres registres qui sont concernés par le droit et on n'en parle pas souvent. On a tendance à réduire le droit, la justice qu'à ses aspects politiques, qui ne constituent qu'un aspect de la justice et du droit. On ne parle pas des droits sociaux, on ne parle pas souvent des droits civils, le droit au logement, le droit à l'emploi, le droit à un environnement sain. Tous ces droits-là, on n'en parle pas, sauf que la politique, effectivement, passionne. C'est le monde de la polémique, ça attire tout le débat. Et on se focalise sur ces aspects-là politiques. Maintenant, si l'on veut... Il y a eu les assises de la justice. Ils ont bien travaillé, je pense. Maintenant, les gens attendent bien travailler. Le comité de rédaction des recommandations consensuelles, d'ailleurs, issues des assises de la justice, est à pied d'œuvre. La mise en œuvre des recommandations permettra d'humaniser le visage de la justice et de rendre plus performant le service public de la justice, selon le président du Conseil supérieur de la magistrature. Je me dis même, les autres droits,
comme il l'a souligné, notamment le droit à la terre, la question foncière. Vous avez travaillé là-dessus. Je en profite pour vous féliciter parce que vous avez gagné la thèse de l'année dernière. C'est aussi un gros problème, un grand chantier immense. Énorme, énormissime. Je dis que c'est la plus grosse, du moins ce ne sont pas mes propos. Oui. C'est le président du tribunal de grande instance de Ziguinchor qui tirait sur la sonnette d'alarme en disant que plus de 70% des litiges qui sont présentés à son tribunal portent sur le foncier. Le plus gros problème politique qu'on a au Sénégal, paraît-il, un chercheur ne doit pas parler ainsi, mais quand même je suis obligé d'emprunter cette malencontreuse formule, trouve sa source dans des questions de réclamation de la terre. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une injustice foncière qui date de longtemps, et sur ce, contre toute attente, le législateur colonial a été plus clément que le législateur post-colonial, parce que lui, il était dans un processus de reconnaissance des emprises coutumières. Ce que ce législateur-là a récusé en 1964 en disant « je donne un délai d'1 an ». Tous ceux qui ne font pas immatriculer leurs terres se verront refuser un droit d'appropriation. À côté, il n'y a que la maigre affectation à l'issue de laquelle on n'a qu'un droit d'usage, précaire et révocable, peut être révoqué d'office ou sur faute. À côté, il y a l'État qui exerce une grande emprise sur toutes ces terres, qui étaient évaluées à 90%, selon la dernière commission sur la question. Et l'État peut immatriculer comme il l'entend. Il suffit juste, à l'époque, avant la réforme de 2013, pour immatriculer au moins les terres dites de la zone du terroir, l'État devait d'abord prendre un décret pour déclarer d'utilité publique le projet, ce qui permettait aux tiers de vérifier la légalité de ce décret. Mais à partir de la communalisation intégrale, du moins juridiquement, ce n'est pas du tout de façon expresse que ça a été abrogé, mais juridiquement, je dis, toutes les terres du domaine national sises dans le territoire des communes sont devenues zones urbaines. Et à l'égard de ces zones urbaines, l'État peut immatriculer sans déclarer d'utilité publique le projet. Ce qui veut dire que toutes ces terres deviennent une sorte de réserve foncière. C'est une question, c'est une bombe foncière qui mérite une émission à elle seule pour essayer de désamorcer cette bombe. Dernière question, messieurs les universitaires. Vous êtes tous les deux enseignants à Gaston Berger, cher Anta Diop de Dakar. Comment se présente la situation? Je vous vois sourire. C'est un rire jaune ou pas? Je souris parce que je me rappelle que nous avions eu une discussion il y a 3-4 mois. Ici même. Et que je vous avais dit, cher Chérif Diop, que je fais le pari que les nouveaux étudiants ne feront pas cours avant fin février, début mars. Je viens de gagner le pari au bout de 3 mois. J'interviens en licence 1, c'est-à-dire les bacheliers qui arrivent. Je dispense le cours d'introduction à la science politique. Au moment où je vous parle, je n'ai pas encore vu un seul étudiant ayant eu son bac l'année dernière. Et beaucoup de collègues de Gaston Berger comme de Dakar sont dans le même cas que moi. Ça veut dire quoi? Que l'université traverse une crise depuis des années. Une crise qui plombe pratiquement non seulement l'avenir des jeunes, les enseignants sont découragés pratiquement. Je ne reviens pas sur les salaires qui ne tombent pas à la fin du mois, les grèves du SAES, du syndicat. Et notre décret qui semble c'est plus profond manifestement. L'égarement du décret qui devait changer notre... Les pensions de retraite. Tout cela pose de véritables problèmes. Non, franchement, j'invite les médias à aller dans nos universités, surtout Gaston Berger de Saint-Louis, Bambey, Ziguinchor, pour voir l'état de déliquescence et l'état de délabrement dans lequel les étudiants vivent. Les étudiants vivent dans des conditions exécrables. 8 à 10 par chambre. L'eau servie à travers des camions citernes qui viennent leur ramener l'eau du fleuve avec l'eau de javel qu'ils mettent dedans. Ils se lèvent à 3h, 4h du matin pour s'alimenter en eau. Je n'invente rien. C'est la réalité des étudiants. Ça, c'est la réalité de Gaston Berger actuellement. Dakar, ils ont d'autres problèmes beaucoup plus peut-être graves, qui touchent d'autres aspects. Concernant les enseignants, il y a énormément de problèmes. La surcharge de travail,
l'année qui finit pas. Nous, on est incapable de se dire quand est-ce que l'année débute. Ceux qui ont eu le bac l'année dernière, on les a pas encore eu. On ne sait pas quand est-ce que les cours vont commencer. Mais ça, c'est quoi? C'est une conséquence de la crise récente ou... Non, c'est la conséquence de suite, mais de crise entamée depuis des années. Des années, ça veut dire... Depuis plus de 10 ans. Moi, depuis que je suis à l'université, ça fait 20 ans maintenant que je suis à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis arrivé, il y avait des problèmes. Il y avait le décalage du calendrier universitaire. Aujourd'hui, on est en plein dans le décalage du calendrier universitaire, ce qui fait que quand toutes les universités du monde partent en vacances, nous débutons notre année. Et encore. Bon. Et ça, quand le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé qu'effectivement, dès octobre, les cours allaient commencer, les étudiants orientés en septembre, j'avais rigolé en disant, mais lui, il ne connaît pas l'université. C'était la rencontre à Sali avec les 7 mesures. C'était pas possible pour les acteurs qui vivent au sein de l'université. Aujourd'hui, on est en train de faire les examens, les rattrapages du semestre 2 de l'année dernière des anciens étudiants qui avaient eu le bac en 2000, peut-être 22, 23. Ça veut dire que la situation est vraiment alarmante. Catastrophique. Donc, à Gaston Berger. Comment il va, cher Anta Diop? Il va pas mieux. Ou elle, s'il s'agit d'une université, elle ne va pas mieux. C'est le même diagnostic, hein? C'est le même constat. Nous sommes, depuis une bonne dizaine d'années, des magiciens à la limite. Le quantum horaire pour faire une année universitaire normale est toujours compromis par des événements extérieurs. Mais l'on ne sait pas d'où est-ce que ça vient, mais ça dit, dans tous les cas, il faut sauver l'année universitaire. Or, pour moi, je vais être terre à terre. Pour régler ce problème, c'est très simple. Les universités, Non, c'est des établissements publics à caractère administratif, avec une autonomie financière, pédagogique et scientifique. Ça veut dire faudrait la que sortie la main du politique sorte du pédagogique. Que les universités soient en mesure de dire on n'a pas le quantum horaire qu'il faut pour valider une année. Cette année est invalidée. Et on reprend. Si on a ça, les problèmes des universités, c'est réglé. Mais tant que la décision vient d'ailleurs de nous dire allez-y, arrêtez-vous, fermez, poursuivez, eh bien, on sera invalider une année, c'est quand même une décision extrême, n'est-ce pas? Mais, je veux dire, pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Et même les années s'invalident sans qu'on le dise véritablement. Un étudiant qui commence ses cours au mois de mars, qui arrête en avril pour prendre ses vacances de Pâques, qui revient, jusqu'en août-septembre, on est en train de courir. Je vous assure, aujourd'hui, on est en train de faire les rattrapages de l'année dernière. Tout comme nous. On n'a pas encore vu nos nouveaux étudiants. On va les voir en début de mars. Vous êtes avancés. Vous êtes au rattrapage. Nous sommes aux examens de la session normale. Bon, on a compris, la situation est vraiment compliquée. On va d'ailleurs aller faire des sujets pour voir de visu, constater de visu le vécu des étudiants, que ce soit à Sanar, mais aussi à l'UCAD, à l'université Cheikh Anta Diop. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, professeur Mohamedou Ba. Merci beaucoup, professeur Ibrahima Silla. Et joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Il fait 30 ans malgré ses cheveux blancs. Il ne les fait pas. En tout cas, merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Je sais que vous croulez sous les dossiers actuellement, mais vous avez tenu quand même à être là. Merci beaucoup. Et bon retour à Saint-Louis. Merci beaucoup. Et bon courage. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.